Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire, hein, qui est dédié à la digitalisation de processus, mais alors vous verrez dans un cadre, qui est bien précis, et qui vous concerne forcément si vous êtes avec nous, ce matin, c'est la gestion des bâtiments publics. Je suis Éric Leven, je suis journaliste, pour Archimag et responsable d'ACE, qui est l'agence digitale qui est adossée à Archimag. Et donc, bah, oui, cette gestion immobilière, c'est une tâche qui est devenue de plus en plus complexe avec les récentes évolutions de la réglementation qui vise à réduire les dépenses énergétiques de tous ces bâtiments. C'est d'ailleurs ce que nous verrons dans un premier temps avec Stéphane Carpier, qui dirige un cabinet de conseil spécialisé en RSE pour toute la chaîne immobilière. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Et donc, cette gestion, évidemment, elle ne peut pas se faire non plus sans plateforme logicielle. Et là aussi, il y a des moyens de réduire le coût énergétique et de rendre tous ces outils numériques plus éco-responsables. Ça fait partie du sujet qu'abordera Pierre Fuseau, qui est cofondateur du groupe Serdar Archimag et expert en dématérialisation. Bonjour Pierre. Bonjour à tous, bonjour Eric. Et puis ensuite, Thomas Schaller, qui est business developer chez Iterop, qui fait partie du groupe Dassault Systèmes, vous expliquera que cette gestion d'un parc immobilier, elle ne peut se faire qu'avec un outil qui est vraiment dédié. Et justement, il vous en présentera un et vous aurez droit à une démo rien que pour vous. Et vous verrez que Iterop et Dassault Systèmes ont une solution qui permet de régler la question et d'automatiser pas mal d'opérations dans tout cela. Bonjour Thomas. Et bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Et donc, je vous rappelle qu'avant que nous démarrions, vous avez la possibilité de poser à tout moment des questions, hein, dans le chat. Si vous le souhaitez, je vais le suivre. J'essaierai de prendre les questions. Ou alors, il y a vraiment un outil dédié aux questions. Donc, on essaiera d'y répondre en continu si on peut. Et pour certaines qu'on ne pourra pas prendre, en revanche, on attendra la fin de la session pour y répondre. Voilà. Alors, c'est parti. Stéphane, avant de faire le point sur les nouvelles exigences qui pèsent donc sur les acteurs publics en matière de gestion immobilière, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre cabinet et son champ d'action, sa particularité? Merci Eric. Alors, je vais effectivement vous partager le support de présentation. Est-ce qu'il s'était bien affiché pour tout le monde? Je pense que oui. 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 Donc effectivement, comme vous le disiez Eric, une petite présentation très rapide de notre cabinet, Enco-Conseil. Enco-Conseil est conseiller en RSE pour la chaîne immobilière. Donc, on intervient auprès de tous les acteurs qui interviennent sur le sujet du bâtiment et de l'immobilier, à la fois les investisseurs, ceux qui acquièrent les immeubles, les sociétés de gestion d'actifs qui gèrent pour le compte de ces investisseurs notamment, tous ceux qui les construisent, les aménageurs, les développeurs, les promoteurs immobiliers, mais aussi la chaîne de maîtrise d'œuvre, les cabinets d'architectes, les bureaux d'études techniques, les assistants à maîtrise d'ouvrage, auprès de ceux qui les réalisent, les entreprises de travaux, les industriels du bâtiment qui fournissent les solutions techniques qui vont ensuite être mises en œuvre dans les bâtiments, et puis tous ceux qui exploitent les bâtiments, évidemment les occupants qui, je dirais, eux, interviennent et font la vie dans les bâtiments, les utilisateurs, les directions immobilières de ces grands utilisateurs, et puis les facilities, les property managers et tous les conseils qui interviennent auprès de ces acteurs pour faire en sorte qu'on ait une exploitation raisonnée, une exploitation responsable sur les bâtiments. On est une société à mission, ça veut dire qu'on a défini notre raison d'être, alors dit en synthèse, qui est transformer les pratiques immobilières pour un impact positif sur les hommes et leur environnement. On a donc 4 objectifs dont on s'est doté dans nos statuts. L'objectif étant de travailler avec toute la chaîne immobilière, comme je l'ai présenté, et puis d'aller apporter aussi la conscience des sujets de RSE et d'immobilier. C'est d'ailleurs ce que je vais vous présenter dans quelques instants. Quelques clients qui nous font confiance, avec qui on travaille depuis maintenant le début de la société, qui a un peu plus de 3 ans. Comme on le voit, on travaille effectivement avec toute la chaîne immobilière, à la fois des entreprises de travaux et des investisseurs et tous ceux qui sont entre les deux, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Alors, pour rentrer dans le détail du panorama RSE immobilier, le premier sujet, c'est qu'effectivement, les enjeux de responsabilité sociétale d'entreprise dans le bâtiment et l'immobilier sont de plus en plus présents. Vous voyez ici quelques chiffres qui vous permettent de comprendre de façon plus approfondie l'ensemble des enjeux. On a un contexte réglementaire qui évolue, qui impose de plus en plus d'éléments. On va se focaliser par rapport au sujet que l'on partage aujourd'hui sur les sujets d'énergie et de carbone, mais sachez
que la réglementation s'impose aussi auprès notamment des acteurs privés pour les obliger à faire du reporting, à faire donner de l'information sur la façon dont ils intègrent l'ensemble des enjeux. Et l'ensemble des enjeux, ce n'est pas uniquement énergie carbone, mais on va aussi aller chercher des sujets de biodiversité, des sujets sociétaux, des sujets sociaux sur lesquels on va demander à ces acteurs de publier via la CSRD, qui est un cadre dans lequel on invite les différentes sociétés à publier. Pour rentrer dans ce focus énergie carbone, on le voit, il y a eu une énorme accélération depuis 2020 des réglementations qui s'imposent à tous les acteurs de l'immobilier, acteurs privés, mais aussi acteurs publics, puisque on a aujourd'hui plutôt un focus sous cet angle-ci. Les grands sujets qu'il faut avoir en tête sont tout d'abord, évidemment, le sujet que tout le monde connaît sans doute, le sujet du décret tertiaire. Décret tertiaire qui impose à l'ensemble des propriétaires et utilisateurs d'immeubles conjointement est important puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'obligation pour l'un ou l'autre de porter plus la démarche. C'est vraiment un objectif commun d'aller réduire les consommations d'énergie de 40% à 2030, de 50% à 2040 et de 60% à 2050. L'ensemble des consommations sont considérées, donc toutes les consommations de chaud, de froid, d'éclairage qui sont assez classiques, mais aussi toutes les consommations liées au process, liées à l'utilisation des immeubles, l'informatique, les serveurs informatiques. On en reparlera évidemment après dans le sujet de la donnée, dont Pierre vous expliquera le contexte. On voit que le sujet de l'énergie n'est pas le seul. On a aussi des impositions sur le sujet du pilotage de l'énergie. On n'a pas que des impositions sur la performance. On a aussi des impositions sur les moyens d'atteindre cette performance. Le décret BAX qui impose pour tous les systèmes de plus de 290 kW à partir du 1er janvier 2025 d'avoir un système dit de classe C, donc un système de gestion technique du bâtiment de classe C. Et pour tous les immeubles qui sont entre 70 et 290 kW, d'avoir le même type de système pour le 1er janvier 2027. Donc en fait, on va à la fois travailler sur l'obligation de performance et aussi travailler sur l'obligation de moyens. Et cette obligation de moyens, elle s'est aussi traduite par des réglementations thermiques de différentes années, que vous ne voyez pas sur le slide ici, mais la réglementation thermique existant, qui, elle, impose, alors existant global ou existant élément par élément, qui impose, par exemple, dans le cadre de travaux d'amélioration d'un bâtiment, dans le travaux de rénovation, d'avoir un minimum de performance sur les différents composants que l'on va mettre en place dans le bâtiment. Et puis, pour le neuf, on a une réglementation qui s'appelle la RE 2020. Alors, RE, parce que réglementation environnementale, jusqu'à maintenant, on était focalisé sur le sujet de la performance énergétique, et ça s'appelait avant la RT, réglementation thermique des bâtiments. Aujourd'hui, on est passé pour le neuf sur une réglementation qui s'appelle la RE 2020, réglementation environnementale 2020, qui, elle, va définir les seuils énergie-carbone pour tous les bâtiments neufs. Ces seuils énergie-carbone, on va à la fois parler de consommation d'énergie et d'émissions de CO2 associées, mais pas uniquement, on va aussi parler de carbone embarqué. Le carbone embarqué, c'est les émissions de CO2 qui sont générées par la construction et par l'exploitation des bâtiments au-delà de la consommation d'énergie. On y reviendra après dans le détail. Et puis, vous le voyez, on a d'autres réglementations qui s'imposent. La loi LOM, par exemple, sur les mobilités douces, qui a aussi un impact sur la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Et puis, la loi sur le tri des déchets qui impose aujourd'hui d'aller valoriser 7 flux, dont le sujet de la fraction minérale et du plâtre, du métal, du verre, du bois, qui sont potentiellement des composants qu'on peut réutiliser dans le bâtiment. Et la réutilisation de bâtiments, c'est aussi une consommation d'énergie moindre pour fabriquer ces éléments et des émissions de CO2 associées qui sont réduites. Alors, pour rentrer dans le détail des aspects énergie et carbone, il faut avoir en tête qu'il y a un indicateur aujourd'hui partagé par toute la place qui s'appelle le DPE, diagnostic de performance énergétique, avec une évolution récente qui est la double étiquette énergie-carbone. Aujourd'hui, précédemment, on avait deux étiquettes, une étiquette énergie, une étiquette carbone. Aujourd'hui, on a une double étiquette énergie-carbone qui classe les bâtiments de A à G, qui, fonction de la note atteinte en énergie ou en carbone, en émissions de CO2, va vous classer dans l'une catégorie ou dans l'autre. En face de cette évolution du DPE, vous avez une obligation aujourd'hui d'avoir des bâtiments qui atteignent
aussi une performance minimale, avec dès 2023 l'interdiction de location des logements dont la consommation excède les 450 kWh par mètre carré et par an, c'est-à-dire une partie de la classe énergie G. À 2025, l'interdiction de location de tous les logements de classe G, donc ça veut dire qu'on passe à 420. Et puis, au fil du temps, on va voir cette obligation se renforcer. 2028 pour la classe F, 2034 pour la classe E, et ainsi de suite. L'objectif, je rappelle, c'est à 2050 d'aller viser la neutralité carbone de la France, et puis incidemment associer l'obligation à 2050 d'aller vers des bâtiments à énergie positive, enfin l'ambition, pardon, d'aller vers des bâtiments à énergie positive. On constate déjà des effets liés à ces réglementations. Typiquement, la classe aujourd'hui énergétique du DPE devient un vrai élément d'appréciation de la valeur des actifs. Les immeubles aujourd'hui en classe F et G se louent, se vendent de moins en moins. Et puis, on a aujourd'hui aussi la prime, on va dire, quels que soient les actifs, à aller chercher des immeubles de bien classés pour garantir leur pérennité et assurer que l'investissement puisse se retrouver sur le long terme. En lien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il ne faut pas occulter le sujet du poids carbone. C'est-à-dire que c'est évidemment, il y a eu réglementairement un choix de focuser sur l'approche énergétique, mais cette approche énergétique, elle est aussi intrinsèquement liée au sujet des émissions de CO2 associées. Les émissions de CO2 associées, elles le sont associées par rapport à l'exploitation des bâtiments, les consommations d'énergie. 1 kWh d'énergie électrique émet environ 60 grammes de CO2. 1 kWh de gaz, on est plutôt aux environs de 230. Donc évidemment que le mix énergétique et le choix de l'approvisionnement en énergie du bâtiment a un impact direct. Mais pas que. Ce sujet du poids carbone, il est aussi associé à l'ensemble des choix constructifs, des choix de renouvellement de produits, d'exploitation qui sont associés au bâtiment. Entre, par exemple, un bâtiment neuf, on considère que sur 50 ans, on émet environ 3,9 tonnes d'équivalent CO2 par mètre carré pour les bureaux et 3,6 tonnes pour les logements, ce qui veut dire que, évidemment, si on veut réduire cette portion, il faut l'anticiper de façon importante dès les premiers choix conceptuels ou dès les choix de rénovation et d'amélioration des bâtiments. Le bilan carbone du bâtiment en exploitation est important. On l'a vu, on parle notamment des consommations d'énergie, je l'ai déjà dit, mais il y a aussi tous les sujets de fin de vie. Que fait-on des bâtiments quand on va les réaménager, des produits qu'on a dans le bâtiment quand on va les réaménager, et on fait appel pour ces notions-là notamment à des sujets d'économie circulaire. Petit focus sur la RE 2020, donc pour le bâtiment neuf, ça concerne tous les bâtiments neufs aujourd'hui. Alors, imposés au niveau du logement et du bureau. Les autres bâtiments rentrent au fil de l'eau dans l'obligation d'être aussi performants sur les deux sujets. On le voit sur la partie droite de mon slide, à la fois sur le sujet qui s'appelle l'IC énergie, donc l'indicateur carbone énergie, donc les émissions de CO2 qui sont associées à la consommation d'énergie du bâtiment, mais aussi l'IC construction, les émissions de CO2 associées aux choix constructifs, comme je vous l'ai dit. Et puis, au fil du temps, au fil des années, la RE 2020 est applicable depuis 2022, 2023 pour le tertiaire. On voit qu'en 2025, 2028, 2031, les exigences vont se renforcer pour aller vers des bâtiments à énergie positive, évidemment, mais aussi des bâtiments bas carbone dans leur conception et dans leur exploitation. Autre démarche pour dresser le panorama, une démarche développée par un consortium européen qui s'appelle le CREM, le Carbon Risk Real Estate Monitor, qui, pour des bâtiments en exploitation, permet de positionner la performance année après année. On le voit dans la partie basse de mon slide, permet de positionner chaque bâtiment en fonction des émissions de CO2 associées à sa consommation d'énergie et aussi aux fuites de fluides frigorigènes qui sont générées par les équipements techniques du bâtiment, des groupes froids notamment, ou autres équipements techniques de cet acabit, et permet de savoir si on est aujourd'hui ou pas dans une trajectoire dite en accord avec les accords de Paris, la trajectoire 1,5 degré ou 2 degrés. Et donc, typiquement, pour la présentation ici, un immeuble de bureau qui, en 2030, excéderait 13,2 kg de CO2 par mètre carré par an serait hors du champ du CREM et ce serait un bâtiment qui ne respecterait pas la trajectoire qui a été fixée à l'horizon 2050. C'est un levier d'appréciation pour pas mal d'investisseurs, pas mal de
de sociétés immobilières qui déteignent des patrimoines. On accompagne ce type d'acteurs. Alors, ça peut être aussi évidemment des acteurs publics. On a travaillé avec des bailleurs sur des sujets comme ça, des bailleurs sociaux ou bien encore des propriétaires de bâtiments comme par exemple la CDC, en ayant comme démarche d'identifier les actifs par famille. Et ces actifs par famille permettent ensuite, en fonction de leur niveau de performance, de définir des plans d'action et ensuite d'estimer les budgets globaux associés, CAPEX, OPEX, pour aller se rapprocher de la trajectoire à l'horizon 2030, 2040, 2050. Ce qui nous permet d'identifier, quand on travaille ainsi, de la performance initiale du bâtiment, mais aussi de sa performance projetée avec le plan de travaux et les budgets associés, la date jusqu'à laquelle le bâtiment est conforme à cette trajectoire CRREM, et de voir s'il y a encore nécessité d'accélérer la performance, enfin l'obligation d'aller chercher de la performance sur le bâtiment. Évidemment, ces émissions de CO2 sont intrinsèquement liées aux consommations d'énergie associées, et donc les travaux sont là pour générer des économies d'énergie. Dernier sujet de focus, le sujet des certifications carbone et énergie qui sont associées à la plupart de ces démarches. Un label qui aujourd'hui est plutôt pas mal utilisé par le secteur, c'est le label bâtiment bas carbone, BBCA. Il est aujourd'hui applicable à la construction, à la restructuration. C'est un label qui est aujourd'hui en réflexion pour aller vers un BBCA exploitation. Et cette base de label est en cours de développement pour l'Europe, et pour chercher à identifier les bâtiments les meilleurs du point de vue bas carbone. Merci à tous. Je passe donc la parole à Pierre ou Eric. Merci Stéphane. Bah oui, c'est Pierre qui va justement enchaîner parce que effectivement, vous nous avez brossé le panorama de toutes ces exigences et de la volonté de réduire la consommation d'énergie et de tous ces bâtiments. Mais maintenant, on va passer plus à la sobriété numérique. Hein. C'était un petit peu l'enchaînement qu'on s'était dit, Pierre, sur passons de la sobriété énergétique, mais il y en a aussi de la sobriété à mettre dans le numérique. Exactement, merci Eric. Eh bien, effectivement, totalement en rebond par rapport aux propos de Stéphane. Moi, mon sujet, on est vraiment sur la sobriété numérique et donc, du coup, dans le cadre de la digitalisation des processus et qui seront ensuite bien démontrés et partagés par Thomas. Alors, de notre côté, le groupe Cerda Archimag, on est également société à mission et donc, dans ce cadre, dans un modèle de perma-entreprise, on a une raison d'être qui est, je vous la lis, comme ça c'est plus clair, accompagnement des organisations pour préserver leur mémoire et partager leur savoir dans un monde digital. Donc notre sujet effectivement c'est le digital, mais on verra que je fais des ponts avec effectivement le physique. Dans le cadre donc en adoptant une démarche de sobriété numérique centrée sur l'humain, puisque effectivement il y a toujours l'inclusion des hommes et des femmes par rapport effectivement au numérique. Alors, pour vraiment aller vite dans le sujet, alors, bon, le premier sujet, effectivement, c'est de manière globale, et là, on est effectivement en rebond et en communauté, en fait, avec Stéphane, sur l'ISO 26000 et l'ISO 14000, qui sont effectivement l'approche RSE. Dans le cadre de la RSE, il y a le volet empreinte carbone. Et donc, sur l'empreinte carbone, spécifiquement sur le numérique, eh bien, on a un sujet puisque on a 2,5% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est l'équivalent de l'empreinte carbone au niveau du numérique, donc à ce niveau-là. Et donc, sur les 2,5, pour donner juste un ordre de grandeur, ce numérique, il équivaut à l'aviation civile et militaire, donc qui est aussi à 2,5%. Donc, c'est tout à fait important. Ça, c'est en France parce qu'on a effectivement de l'énergie plus décarbonée que d'autres, par exemple la Chine, la Pologne, l'Allemagne, etc. Au niveau mondial, on est sur 4% des émissions. Donc, déjà, on a un sujet numérique. Donc, ce n'est pas parce qu'effectivement, on traite des documents dans une version numérique qu'on a résolu tous les sujets. Et d'aucuns se disent, peut-être que si je le laisse en papier, le numérique, effectivement, va trop consommer parce qu'il y a des data centers partout, etc.
Donc voilà, donc ça c'est un première information. Deuxième information, c'est les scénarios ARCEP-ADEME. Alors, ARCEP-ADEME, ce sont des organisations qui sont spécialisées à la fois dans les responsabilités RSE et empreinte carbone et également dans le numérique et les télécoms pour ARCEP. Et donc, du coup, ils ont fait effectivement des scénarios. Et donc, dans les scénarios, ce qu'on voit, c'est que la tendance, c'est-à-dire que si on ne fait pas grand-chose, si on continue effectivement à mettre du data center, à mettre du cloud, etc., et à se servir de plus en plus en termes de dématérialisation, et on y va à fond, eh bien, on va avoir une tendance à plus 45%. Et là, on est sur effectivement 8 à 10 ans. Donc, on est vraiment sur une période extrêmement courte. Ensuite, deuxième scénario, c'est eh bien, on va éco-concevoir, c'est-à-dire faire des logiciels moins gourmands, des traitements de données beaucoup plus purgés, etc. Et donc, on va avoir effectivement plus 5%. Si on ne le fait pas trop bien, on est à plus 20%. Et si effectivement on commence à travailler sur des réductions de sobriété, là, on est à moins 16%. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour partage cet impact 2020-2030. Vous voyez, on est déjà en 2023, donc c'est dans 7 ans quand même. Et donc, ça, le dernier point, l'inclusion, ne jamais oublier que le numérique à tout craint, il faut embarquer en fait les différents utilisateurs. Et donc, il ne faut jamais oublier l'inclusion avec effectivement de l'ergonomie, de la facilité. Il y a également le handicap, hein, donc de la capacité des logiciels de dématérialisation à pouvoir être accédés avec de l'handicap visuel, etc. Alors, voilà, ça c'est le point un peu générique. Et le point réglementaire, alors je ne vais pas vous assommer cela, simplement pour juste faire la connexion en fait avec ce qu'a présenté Stéphane, c'est-à-dire la loi AGEC, eh bien on l'a en commun. Ça s'applique à la fois au niveau des bâtiments, mais également au numérique. La loi climat et résilience, on est sur les mêmes sujets. En revanche, il y a un petit sujet sur lequel effectivement je voudrais attirer votre attention, qui est sur 2021, donc la loi qu'on appelle REN, c'est-à-dire la réduction de l'empreinte environnementale du numérique en France. Et donc, c'est une loi qui est partie du Sénat, en fait, ça a été initialisé par le Sénat et qui a ensuite a été validée et votée au niveau du Parlement et qui est centrée exclusivement sur le numérique. Et donc, du coup, il y a des obligations de 1, sensibilisation, 2, de construire des feuilles de route et 3, d'avoir des bilans carbone au niveau du numérique. Donc voilà, ça c'est vraiment les sujets. Et puis les autres, ce sont les directives effectivement européennes qui portent sur les informations extra-financières. Et donc, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais davantage effectivement sur la loi Rennes que vous mentionnerez bien, avec des obligations pour les collectivités et les services publics, parce que pour une fois, effectivement, c'est très important effectivement qu'ils soient en premier quelque part. Et donc, il y a l'article 35 qui porte effectivement sur l'obligation de construire des feuilles de route sur 2023. Voilà. Je continue sur quand on a une approche, hein, parce qu'il faut être très concret et très pragmatique, lorsque on fait de la dématérialisation, il faut gérer à la fois les flux entrants, les dépôts, c'est-à-dire les dépôts de documentation, et donc là, on est vraiment dans le sujet en termes de système d'information. Donc, il y a de la numérisation parce qu'il y a encore des documents papier, hein. Il ne faut pas oublier que, grosso modo, tous les échanges en fait en papier ont diminué de 50%, c'est énorme, mais il reste encore 50%. Donc, on est un peu au milieu du gué, hein, quelque part. Ensuite, il y a le volet circulation, c'est-à-dire communication, instruction, signature électronique. Donc, c'est tous ces éléments qui font effectivement qu'un document va être validé, classé et ensuite renvoyé. Ça, c'est le flux sortant. Et puis, il y a un moment donné où il faut gérer effectivement le stockage. Donc là, on est en gestion électronique de documents et en archivage électronique, il faut que vous soyez en capacité de pouvoir démontrer que le document qui a été visé, validé, etc., eh bien, il est fidèle au document d'origine. Donc, il a gardé son intégrité. Alors, à partir de là, si on a une approche très très clairement empreinte carbone, on a travaillé, et donc je vais vous présenter effectivement des résultats sur
le modèle du calcul du bilan carbone standard, alors il est en train d'évoluer, mais globalement, il y a les 3 scopes, hein. Il y a le scope 1 qui est effectivement la production avec les bâtiments, tout ce qui est effectivement transport, etc. Le scope 2 qui parle effectivement d'énergie, donc là on en a beaucoup parlé précédemment. Et puis le scope 3, eh bien c'est on achète les ordinateurs, ensuite on les recycle, ensuite on achète des prestations, on achète des data centers, des prestations de data centers, et donc du coup il ne faut pas uniquement se centrer sur l'énergie, mais effectivement on a une approche globale. Donc, du coup, activité en amont, activité émissions possédées et activité en aval, eh bien, on a travaillé sur des points de mesure, parce qu'il faut être en capacité de mesure. Et donc là, je me suis permis de faire 3 extractions, en fait. Une première extraction qui est le classement papier par rapport à une mise en GED. Donc là, vous aurez effectivement l'exemple tout à l'heure. Et donc, alors, déjà, le premier sujet, première question que je pense que vous pourriez noter, c'est pourquoi il y a 2 chiffres? Les 2 chiffres, parce qu'il y a une valeur basse et une valeur haute. Sachant que il y a ce qu'on appelle de l'incertitude. Même quand on parle effectivement du mix énergétique avec effectivement les 60 grammes dont a parlé Stéphane, il y a quand même 20% d'incertitude, puisque effectivement, ça dépend effectivement de vos installations, ça dépend de votre organisation, ça dépend de vos achats, etc. Donc, du coup, on a toujours travaillé avec ces échéances d'incertitude entre une valeur basse et une valeur haute. Afin de tous se simplifier et avoir effectivement un chiffre, un ordre de grandeur, j'ai pris le principe effectivement de faire la moyenne. Après, si vous êtes plus optimisé dans vos data centers, vos clouds ou vos systèmes d'information, eh bien, vous prendrez effectivement la valeur basse ou la valeur haute. Alors, ces indicateurs clés sont disponibles en open source. Vous pourrez faire la recherche et pouvoir le télécharger. Et je passe directement au résultat, en fait. Donc, si je veux comparer un classement dans une armoire, dans des bureaux, etc., qui émettent des gaz à effet de serre, comme l'a dit Stéphane, et versus une GED, eh bien, on se retrouve avec les calculs entre 10 kilos pour 5 ans, c'est l'équivalent pour 1 giga, en fait, et l'équivalent, effectivement, de 278 grammes en équivalent CO2. Donc, globalement, une gestion électronique de documents émet en principe 37 fois moins de gaz à effet de serre qu'un classement papier. Donc voilà, ça c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Deuxième élément de mesure, c'est l'archivage. Quand on prend effectivement un archivage, donc on travaille sur des conteneurs, puisque c'est comme ça que le métier effectivement archive les documents papier, et on a effectivement ensuite l'équivalent sur la référence d'1 méga en conservation, en archivage électronique sur 50 ans. Donc on est parti sur 30 ans, on a refait, alors là c'est des règles de 3, mais ça c'est extrêmement simple à faire, mais le résultat est le suivant, c'est-à-dire que entre un archivage papier et un archivage électronique, on est sur un coefficient de 7 fois moins émissif pour un archivage électronique par rapport effectivement à un archivage physique. Dernier élément, là, le delta, il est beaucoup moindre, puisque effectivement, on est sur 2 fois. On est sur la signature électronique, c'est-à-dire le processus de signature électronique. On a un parapheur. Les parapheurs, on les fait passer, on les transporte. Ensuite, il y a la signature physique, alors qu'en signature électronique, on est en parapheur électronique et on est en certificat électronique. Et donc, on est effectivement sur des signatures directes, soit à la volée, soit directement. Et donc, du coup, on a également beaucoup de data centers qui sont en activité pour effectivement délivrer le certificat, délivrer le service de parapheur, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a effectivement une minoration de 2 fois pour la signature électronique versus la signature physique. Donc voilà, donc on a fait effectivement, vous voyez, l'exercice sur 1000 signatures.
Donc, du coup, ça permet effectivement de voir. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que, il faut, la dématérialisation est un facteur extrêmement démultiplicateur et intéressant pour baisser l'empreinte carbone. Et de manière égale, il faut ensuite faire au mieux et commencer à baisser effectivement les versions numériques. Alors, je termine pour avoir un calcul, en fait. On est parti sur des dossiers d'urbanisme, parce qu'effectivement, on est un petit peu dans le sujet, hein, que ce soit effectivement public ou privé, il y a des dossiers de dépôt d'urbanisme, donc des demandes d'autorisation d'urbanisme. Et donc, du coup, on est parti sur un premier calcul qui est, par exemple, zoomé sur tout ce qui est les flux entrants et captures. Si on n'a que du papier, on est à peu près sur 6,8 tonnes, à peu près d'équivalent CO2. Si on a des flux hybrides, eh bien on doit acheter du matériel pour traiter la version électronique de manière assez conséquente. Et donc, on a double punition. C'est-à-dire, on monte à 11 tonnes. En revanche, comme effectivement, il y a une partie qui est en électronique avec des grands écrans, des grands scanners, etc., eh bien, en termes de transport, vous voyez, la petite voiture, eh bien, on diminue par 2. Et si on est effectivement sur de la démat de bout en bout, c'est-à-dire si on est vraiment sur de l'électronique, je dirais, full-time et en permanence, là, vous voyez, on descend à 4,27 tonnes. Et donc, on a une réduction par rapport à l'hybridité de 62%. Et à partir de ce moment-là, c'est l'équivalent, si on veut compenser avec effectivement des projets labellisés, on est à 213 arbres. Voilà, ça c'est le premier calcul. Sur le stockage et archivage, donc sur le deuxième point, eh bien, on démarre avec 23 tonnes en papier. On diminue avec une GED à 30 ans. Donc, toujours, il faut calculer sur des isopérimètres sur 1 tonne 25. Donc, on est à 94% de baisse. Et si on est en GED pendant 5 ans, parce qu'on a besoin effectivement de travailler, encore que les bâtiments, ce soit relativement, mais assez plus important en fait en termes de durée, et en système d'archivage électronique à 25 ans, on arrive à une baisse de 99%. Et donc, on a besoin de compenser 12 arbres par rapport, vous voyez, par rapport à l'autre qui est le retex en fait, du flux entrant et capture de 213 arbres. Voilà, je voulais terminer et partager avec vous ces éléments de mise en perspective d'un numérique éco-responsable versus voilà, la solution présentée par Thomas. Merci Pierre pour cette introduction et à Stéphane pour l'ensemble des contraintes qui vont être les nôtres dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Et l'objectif de la présentation que je vais vous faire maintenant est effectivement de vous faire appréhender comment, de manière simple, potentiellement, vous allez pouvoir, je me bats avec mon écran, voilà. Comment demain, vous allez potentiellement pouvoir en fait construire votre solution de gestion bâtimentaire. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, là ça y est. Ça y est, c'est passé? Très bien. Oui, c'est bon. C'est l'écran. Donc, l'objet du propos et de cette présentation, qui va se diviser en deux parties, c'est d'abord, avec quelques slides, de vous faire appréhender ce que l'on est capable aujourd'hui, ce que vous serez capable aujourd'hui, demain, de mettre en œuvre avec une solution, une plateforme cloud, qui, en un point unique, va vous permettre de construire, alors j'ai même envie de dire co-construire avec l'ensemble des parties prenantes, internes comme externes à votre système d'information, la solution de gestion bâtimentaire qui correspondra exactement à vos besoins. Et pour répondre à cette logique de co-construction, ce que l'on vous propose comme approche aujourd'hui, c'est peut-être un changement de paradigme. Plutôt que d'aller adresser de multiples solutions, c'est plutôt de, comme je le disais, rentrer dans une approche qui va être l'approche et la démarche processus. C'est-à-dire s'appuyer sur la réalité du quotidien, mais aussi la volonté que vous allez avoir de répondre à l'ensemble des normes, des process que l'on va vous imposer ou que l'on vous impose déjà dans cette logique d'une gestion bâtimentaire durable.
Cette démarche processus, vous allez le voir un petit peu plus tard dans la présentation, va être supportée dans la plateforme cloud que je vais vous présenter par une solution qui s'appelle Iterop, que vous connaissez peut-être, qui est une solution de business process management, en français dans le texte, de digitalisation et de gestion de vos processus métiers. Iterop est une société éditrice de son logiciel qui a maintenant un peu plus de 10 ans et qui, il y a 2 ans, a rejoint le groupe Dassault Systèmes et donc intégré ce qu'on appelle la 3D Experience Platform, c'est-à-dire ce point d'entrée unique qui va permettre la conception de cet outil de gestion bâtimentaire. Sur le côté droit de votre écran, vous pouvez voir que si on adresse aujourd'hui ce sujet particulier, eh bien, par la typologie des clients publics comme privés que vous voyez, nous adressons tout type d'activité et tout type de processus donc dans la mise en œuvre que font les clients de leur process avec notre solution. Je vous le précisais, on a intégré il y a un peu plus de 2 ans maintenant la société Dassault Systèmes dont le cœur de métier depuis 40 ans est de proposer les outils qui permettent de modéliser et de concevoir ce qu'on peut appeler des jumeaux virtuels, c'est-à-dire la capacité que l'on va avoir à concevoir, à modéliser, donc à tester, à éprouver un outil, un moyen de transport, mais aussi maintenant depuis près de 5 ans, le jumeau virtuel de l'être humain ou d'organes de l'être humain pour permettre l'avancée dans le monde médical par cette digitalisation et puis plus globalement de proposer par cette merveilleuse boîte à outils qui est la 3D Experience Platform la possibilité de modéliser, d'exécuter, de piloter en fait l'ensemble des jumeaux virtuels, quelle que soit l'activité qui sera la vôtre et le projet qui sera le vôtre dans cette plateforme. On propose effectivement, pour rebondir sur ce qui était évoqué par mes camarades de webinaire d'aujourd'hui précédemment, on propose effectivement par cette plateforme une logique aussi de durabilité, de pérennité de la solution et donc de s'inscrire dans toute cette recherche d'optimisation qui ont été évoquées par Stéphane et par Stéphane notamment tout à l'heure. Oui. La 3D Experience Platform de Dassault Systèmes, je vous le disais, va vous permettre de modéliser, d'exécuter et de piloter le jumeau virtuel de votre patrimoine bâti. Alors, on peut se demander comment, mais avant de rentrer dans ce détail-là, j'ai fait ce slide qui finalement présente les principales attentes ou le vœu pieux, c'est-à-dire comment est-ce que demain, de manière plus ou moins simple ou complexe, je vais pouvoir, en un point unique, mettre en œuvre une gestion globale de mon patrimoine immobilier avec toutes les exigences qu'on a pu voir et entendre dans les 2 interventions précédentes. Répondre effectivement à cette notion de structuration de mon patrimoine bâti, de l'ensemble des problématiques de gestion, qu'elles soient techniques, budgétaires, la réduction de ce patrimoine par la cession de biens ou l'augmentation de ce patrimoine par le suivi des acquisitions, la gestion de l'ensemble des espaces, leur allocation, le statut, l'ensemble finalement peut-être aussi des composantes qui constituent cet espace. Plus globalement, donc, ce pilotage du parc immobilier et bien évidemment, parce que c'est un élément important, toute la partie de la gestion documentaire liée avec toutes les typologies de documents liées à cette gestion globale de votre patrimoine immobilier. On a bien sûr vu, là aussi dans les 2 interventions précédentes, toute la logique d'évolution des obligations réglementaires en matière de bâti. La démarche processus telle que l'on va vous la présenter pourra bien évidemment répondre à ces exigences puisque en fait il suffira de faire évoluer le processus et les obligations réglementaires dans ces processus pour pouvoir être conforme et rentrer dans la logique d'application des différents décrets ou publications de bilan qui sont celles qui peuvent être exigées aujourd'hui. J'ai mis en gras en dernier élément quelque chose qui pour nous est important, c'est le fait que justement cette démarche par le process va vous permettre d'appréhender l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, à l'ensemble de cette gestion
et des processus qui supportent cette gestion globale du patrimoine immobilier. Et donc, les processus vont pouvoir s'interfacer avec les autres applications de votre système d'information. Et je le répète, système d'information qui va être servi soit par des utilisateurs internes et des applications internes, ou des utilisateurs et applications externes. Donc réellement, une logique au-delà de cette gestion globale, de gestion collaborative de votre patrimoine immobilier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la 3D Experience Platform? Aujourd'hui, il y a 4 points essentiels qui sont en fait les points clés qui viennent couvrir potentiellement l'ensemble, les 4 piliers plutôt, qui viennent couvrir potentiellement l'ensemble des besoins qu'on vient d'évoquer sur le slide précédent. Il y a bien sûr tout l'aspect plateforme collaborative, c'est-à-dire le fait de pouvoir, dans un outil unique, gérer et communiquer avec l'ensemble des parties prenantes, comme je l'ai déjà évoqué, de cette gestion immobilière. On a aussi, au-delà de cet aspect communication, comme vous voyez sur le Compass, la partie traitement des données, information. Et donc, la possibilité, et sans doute votre volonté, de mettre en place tous les tableaux de bord possibles et inimaginables qui vont pouvoir vous permettre de monitorer l'activité et les différentes données liées à votre territoire et à votre patrimoine immobilier. Ça va être aussi la possibilité, et peut-être en commençant par cela, de le voir comme sur la partie gauche, de conceptualiser en fait le jumeau virtuel dont on parlait tout à l'heure de votre patrimoine bâti. Et donc ce jumeau virtuel va vous permettre de prendre la mesure par sa modélisation de ce patrimoine et de venir interagir et possiblement, comme la partie réelle virtuelle le laisse supposer sur la 4e partie, anticiper et simuler différents scénarios dans le cadre d'une évolution finalement de ce patrimoine bâti, aussi bien dans sa gestion que dans sa possible évolution et les éventuels projets de construction ou de réaménagement. Donc, cette 3D Experience Platform, je vous parlais en préambule d'un merveilleux outil, d'une merveilleuse boîte à outils. Elle va effectivement vous permettre de répondre, mais là aussi, selon vos besoins, c'est-à-dire dans cette logique de la démarche processus, au fur et à mesure de vos besoins. Il n'y aura jamais l'impérieuse nécessité de mettre en œuvre tout ce que vous voyez là d'un coup d'un seul. C'est vraiment quelque chose qui est modulable, qui est adaptable et qui va vous permettre de démarrer tranquillement si vous le souhaitez, de monter en puissance sur l'ensemble des sujets que l'on voit là pour finalement aboutir à la mise en œuvre d'une solution globale de gestion de votre patrimoine bâti. Si je passe au slide suivant, c'est pour vous montrer, alors très rapidement dans une petite vidéo que je vais démarrer ici, la simulation, enfin je vous représente ce qui a été fait sur la ville du Havre. Donc concrètement, ce que vous voyez là, j'espère que, confirmez-moi simplement que la vidéo fonctionne bien. Oui, ça fonctionne. On la voit et on voit ce que ça donne, pas de problème. Donc là, vous reconnaissez, ou peut-être pas, la ville du Havre et son port avec une modélisation complète qui a été réalisée. Et lorsque l'on veut rentrer dans le détail du patrimoine bâti appartenant à la mairie du Havre, vous voyez qu'on a la capacité effectivement de sélectionner entre guillemets les bâtiments concernés et bien évidemment au travers de la plateforme de venir renseigner, de venir nourrir en fait ce jumeau virtuel avec l'ensemble des informations, des données liées à chacun de ces bâtiments. Donc par une simple navigation dans ce jumeau virtuel, on va pouvoir aller se renseigner sur la nature de l'usage d'un bâtiment, la manière dont il est géré, et dans cette manière dont il est géré, évidemment, pouvoir mettre en place des plans d'action, des plans de charge, des plans de tâches, bref, venir exploiter l'intégralité des données, comme je vous le disais tout à l'heure,
Là, on a par exemple un extract des données de référence, surface, production de ce bâtiment qui a été choisi. Et au-delà de cette partie purement collaborative, bâtiment par bâtiment, et vous allez le découvrir après, vous allez voir que tout ceci peut être motorisé de manière très simple par la mise en œuvre de processus dédiés qui vont venir alimenter l'ensemble des plans d'action, des travaux, des diagnostics, des évolutions d'usage, de la mise à disposition d'informations aux usagers comme à vos collaborateurs en interne par rapport à leurs besoins au quotidien, notamment dans le cadre de la réalisation des tâches que leur mission leur confie au quotidien. On va un tout petit peu plus loin ici dans la vidéo, juste pour appréhender quelque chose qui est assez intéressant, c'est que au-delà de la vision globale et de des éléments liés aux données globales de votre jumeau virtuel, on peut rentrer dans une logique détaillée, bâtiment par bâtiment, pour aller travailler sur chaque surface, sur l'aménagement de ces surfaces. Je ne vais pas plus loin dans les détails, mais bien évidemment, comme vous le voyez sur la partie gauche, rattaché à chacun de ces bâtiments, l'ensemble des plans 2D comme des plans 3D qui vont venir étayer le jumeau virtuel et surtout permettre de constituer, on va dire, le carnet de santé global ou le carnet d'information global de chacune de vos surfaces, de chacun des logements, de chacun des bâtiments. Je vais passer au slide suivant. Voilà. À partir du moment où, vous l'avez compris, on est parti du jumeau virtuel dans sa globalité et on descend petit à petit dans l'entonnoir de la mise en œuvre de la solution. Donc, vous avez vu ce que la solution peut permettre de faire à l'échelle du jumeau virtuel, de la navigation, de l'accès aux données, de la virtualisation, de la capacité à se projeter. Eh bien, pour motoriser tout cela et pour faire vivre tout cela au quotidien de manière très simple, dans la 3D Experience Platform, Dassault met à disposition la solution Iterop, qui est cette solution de gestion des processus métiers, qui va vous permettre de modéliser, d'exécuter, de piloter là, le jumeau virtuel de votre organisation. C'est-à-dire, clairement, de créer là où les applications au sein de la plateforme qui vont vous permettre de répondre à chacune des exigences qu'on a vues tout à l'heure, qui vont aboutir finalement à votre capacité à mettre en œuvre la solution ad hoc de gestion du patrimoine bâti. Alors là, je challenge un petit peu le statu quo, comme on dit, c'est-à-dire j'embraye sur cette partie gestion des processus, en fait en posant une question dont on a peut-être tous la réponse, mais est-ce que c'était vraiment mieux avant? C'est souvent une question qu'on se pose. Et dans cette logique-là, on se rend compte, notamment au travers des différentes interviews qu'on peut faire dans les collectivités locales et territoriales, qu'un des vœux pieux sur ce sujet de chacune des personnes avec lesquelles on échange, chacun des interlocuteurs, c'est la volonté de réduire la multiplicité des outils et des solutions, et donc effectivement de simplifier en fait l'approche des utilisateurs, de permettre une orchestration et réellement une connectivité entre les outils existants, et bien sûr d'optimiser cette organisation. Alors peut-être en s'appuyant sur des applications existantes qui sont pérennes, mais peut-être aussi en venant intégrer dans la 3D Experience Platform l'ensemble des processus et des outils qui vont permettre cette gestion du patrimoine bâti en un point unique. Et donc, c'est ce que je résume en disant que l'approche processus facilite réellement la mise en œuvre de cette solution d'orchestration. Pourquoi est-ce qu'elle la facilite? Parce que la faculté en fait de cette approche processus, la première proposition de valeur, c'est effectivement de proposer une collaboration efficace et donc d'aller
donner la bonne information à la bonne personne au bon moment. Pourquoi? Pour qu'elle se concentre effectivement sur ces tâches à valeur ajoutée, plutôt que de se concentrer sur des tâches chronophages, répétitives et sans valeur ajoutée. Pour ce faire, Iterop, au cœur de la 3D Experience Platform, va permettre effectivement d'automatiser les tâches et les échanges en allant par les workflows qui seront pilotés par l'équipe projet, mais aussi par les métiers, permettre de dessiner, automatiser, mesurer la performance et bien évidemment mettre en place ce cercle vertueux de l'amélioration continue et permanente de votre solution au regard soit de vos besoins, soit des besoins externes. On parlait tout à l'heure d'évolution de nouveaux décrets, de nouvelles lois, d'évolution des usages. Là aussi, la garantie par cette approche processus d'une solution pérenne qui servira le projet global sur plusieurs années, bien évidemment. Alors pour ce faire, comment est-ce qu'on met en place cette démarche processus en s'appuyant sur une solution de gestion de processus métier? Ça fonctionne de manière très simple, en fait. On vous met à disposition un outil qui va vous permettre de dessiner l'ensemble de vos processus, de les paramétrer et bien évidemment de les faire évoluer. Et de manière très simple, les mettre à la disposition de l'ensemble des utilisateurs dans une interface qui leur permettra d'accéder à la bonne info au bon moment pour réaliser la tâche qui leur sera proposée, mais aussi pour effectuer le suivi de l'activité et potentiellement l'analyse des données. Analyse des données qui peut aller au-delà d'une analyse à chaud dans le cadre du suivi de l'activité quotidienne, dans un troisième module de la solution qui va, lui, vous permettre de paramétrer l'ensemble des indicateurs clés qui vont vous permettre de suivre sur l'ensemble des points votre gestion du bâti en fonction des différents processus que vous aurez pu déployer. Et donc, ce que je vous propose de faire avant de basculer dans la partie un peu plus live de la démo, c'est de vous présenter à quoi ressemble ici un processus plutôt simple. C'est aussi l'objet de cette présentation, c'est de faire quelque chose de plutôt simple, mais qui, vous allez voir, malgré la simplicité apparente, permet d'embarquer énormément de fonctionnalités qui sont celles du moment, comme la dématérialisation de la collaboration, des interactions, des systèmes de validation. Quand on parle de système de validation et de collaboration dématérialisée, on pense assez rapidement à toute la logique documentaire et donc la logique de parapheur électronique, de gestion des documents, de génération de documents automatisés, de parapheur électronique, possiblement embarqué de la signature électronique. Bref, tous les types d'interactions qu'il peut y avoir dans une gestion, que vous pourrez avoir demain dans une gestion dématérialisée de ce patrimoine bâti. L'exemple que vous avez là sous les yeux, c'est un exemple très simple, je le disais, carnet d'information du logement. C'est clairement ce qu'on appelle un processus très collaboratif qui va permettre, comme vous le voyez là, tel qu'il a été modélisé, avec des simples boîtes et des flèches, de concevoir une solution qui va permettre de créer automatiquement un environnement de traitement de la donnée, comme vous avez pu le voir dans la vidéo tout à l'heure, d'interagir avec une gestion documentaire qui est embarquée dans la solution. Ce n'est pas une GED externe, c'est une GED interne. De faciliter la communication avec l'ensemble des équipes concernées. Et donc, au fil de l'eau, en fonction des interactions qu'il pourra y avoir avec ce bâtiment qui aura été créé, la possibilité de lancer divers processus en fonction des actions à réaliser. Et donc, à rajouter toutes les informations, toutes les données métiers, venir nourrir la base d'informations, la base de données et la base documentaire directement dans cette solution. La mise à disposition des données, vous allez le voir, elle pourra se faire de différentes manières. Elle pourra se faire de manière classique par la mise à disposition d'un environnement documentaire auquel les utilisateurs pourront accéder, mais aussi par des interactions directes en communication. Si vous n'avez pas de questions particulières à ce stade-là, moi je vous propose de passer directement sur la partie démo.
Est-ce que, On voit. est-ce que le switch d'écran s'est effectué? Oui? Oui, oui, oui. Ok, très bien. Et donc, nous sommes maintenant directement dans la 3D Experience Platform et nous sommes dans un environnement ici en live. Comme vous le voyez, hop, je vais vous montrer que c'est vivant. Et nous sommes dans cette première partie dont je vous parlais tout à l'heure, ce premier module fonctionnel qui s'appelle le module Design, qui va donc permettre de modéliser les processus avec les outils du BPM, qui sont les boîtes, les flèches, les portes logiques. Donc en fait, des logigrammes très simples qui vont, et je vais vous le montrer rapidement, vous permettre ici, directement dans la plateforme, de créer vos propres processus qui vont venir servir en fait vos besoins. Donc là, on a vu qu'on a une logique de création de process qui se fait d'abord par le dessin, on l'évoquait tout à l'heure, dans le cercle vertueux de cette amélioration continue et permanente de vos processus. La première proposition dans la solution est de vous dire, allez-y, mettez en œuvre, couchez sur le papier l'ensemble des processus ou les processus qui répondent à vos besoins. Et pour ce faire, on vous propose cet outil qui s'appuie donc sur ce langage BPMN. Comme vous le voyez, c'est quelque chose de très très simple. Ce sont simplement des logiques de traitement d'événements, voilà, un démarrage de processus, une fin de processus. Ici, des tâches que vous allez pouvoir réaliser et l'histoire qui est racontée par les flèches, c'est-à-dire le flux de votre process, l'avancement de ce processus peut à certains moments, effectivement, se voir changer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'interviennent des règles métiers, interviennent des besoins de venir faire valider une information avant de l'archiver. Bref, la logique qui consiste effectivement à dessiner vos process pour après rentrer dans une logique de paramétrage et possiblement d'automatisation. La première étape, on dessine. Une fois qu'on a dessiné, par exemple ici, on va mettre ici valider et ici modifier. Ok, là on va pouvoir dire que par exemple on propose un document et qu'ici enfin on va archiver ce document. Voilà. Donc vous le voyez de manière très simple, archiver c'est mieux avec un H. Voilà. De manière très simple, on va pouvoir donc exprimer le besoin en termes de process. Une fois que le process est dessiné, eh bien, l'outil va proposer un environnement de paramétrage. Et c'est là, pour chacune des étapes, que vous allez pouvoir, de manière simple, configurer les formulaires interactifs tels que vous les verrez tout à l'heure dans la suite de la démo. Et bien évidemment, pour chacune des tâches, affectées à une personne ou à un groupe de personnes, voire même à une automatisation, c'est-à-dire un processus déjà existant, voire une connexion à une autre application, vous allez pouvoir assigner la tâche, comme je le disais, à un utilisateur, à une application, voire même à un extérieur, c'est-à-dire rentrer dans une logique qui est celle de la collaboration externe et faire interagir toutes les parties prenantes de vos processus directement dans la plateforme par des sollicitations externes. Je vais refermer cette fenêtre. Et donc, au fur et à mesure de la conception de vos process, vous allez avancer et petit à petit déployer. Alors bien évidemment, on peut vous accompagner. Il existe évidemment des process déjà existants. Et petit à petit, vous allez pouvoir constituer l'ensemble de vos applicatifs, de vos processus applicatifs qui vont venir servir précisément les besoins et l'organisation qui est la vôtre. Ce n'est pas une solution sur étagère, ce n'est pas la proposition de valeur première, c'est une solution qui vous propose de mettre en œuvre la solution de gestion bâtimentaire qui correspond exactement à vos besoins. Là, je reprends l'exemple
du carnet d'information du logement qui est celui que l'on va jouer tout de suite. À partir du moment où les process sont modélisés, alors vous voyez qu'on a ici un process générique, on a un process de traitement de documents, on a un process qui vient alimenter la GED. Bref, toute la solution, toute la boîte à outils va vous permettre de concevoir quelque chose qui, lorsque ce sera déployé, va permettre à l'ensemble des utilisateurs concernés d'accéder à un ensemble applicatif qui va venir servir tout le projet, toute la solution de gestion du patrimoine bâti. Ici, si je reprends l'exemple de notre SIL, vous voyez que c'est le processus que je vous ai montré tout à l'heure, on va pouvoir le lancer pour voir ensemble comment ça fonctionne. Alors, on imagine effectivement qu'on est ici à la place, on prend la place d'un agent dans une collectivité qui a, pour l'exemple très simple, hein, et ne pas prendre trop de temps, parce que je vois qu'il est déjà midi, personne ne me rappelle à l'ordre, donc je continue, Eric. Hein. Oui, bah oui, on va jusqu'au bout de la démo, bien entendu. C'est intéressant. Dans la logique, on se met à la place finalement de quelqu'un qui, dans la collectivité, dans l'organisation, va devoir créer, par exemple, un carnet d'informations ou commencer à saisir des données ou récupérer des plans qui avant étaient sous format papier qui ont été numérisés ou dans des formats DWG qui auront été potentiellement PDFisés. Enfin, tout ce patrimoine documentaire, on peut parler comme ça, que les collectivités peuvent avoir pour commencer à constituer finalement ce carnet d'informations sur la surface ou sur le logement concerné. Et donc, de manière très simple, l'utilisateur va pouvoir venir ici créer son carnet, donner son numéro, donner son nom à ce logement. C'est aussi une information, vous l'imaginez bien, si le processus était un peu plus automatisé, mais ça revêtrait moins d'intérêt pour la démo. Ce numéro d'identification du logement peut exister par ailleurs dans un référentiel d'identification des bâtiments, et donc on pourrait venir récupérer, notamment par rapport aux jumeaux virtuels et au plan de la collectivité qu'on a vu tout à l'heure, directement un numéro d'identification préalablement attribué. On va pouvoir rentrer l'adresse du logement, ou alors elle se rentrerait automatiquement, donc ici 1 bis rue Lavoisier par exemple, et dans le contexte de création de ce carnet, on va se dire qu'on est dans un contexte de travaux de rénovation, et donc on va aller rechercher possiblement des documents présents sur la plateforme ou en extérieur qui sont existants et que l'on va vouloir intégrer. Donc là, on va prendre l'exemple d'un plan. Voilà. Par exemple, alors nous, on était dans la logique du diagnostic de performance, c'est de travaux énergétiques, il me semble. Donc, on va pouvoir, par exemple, récupérer ce diagnostic de performance énergétique qui a été mis à disposition. Ici, j'en ai un autre, voilà. Et à partir du moment où on va effectivement récupérer ce document, on va pouvoir le joindre. Et bien évidemment, en avoir également un aperçu immédiat. Donc ça, ce que je vais vous faire appréhender ici, c'est qu'au-delà de la logique processus, on a la capacité à venir nourrir directement la gestion de documents. OK. Donc là, on va continuer. Et donc, à partir du moment où vous allez rentrer dans cette logique de processus, vous allez donc démarrer ce processus et l'ensemble des actions qui vont être celles qui ont été prévues dans le process vont venir dans une interface qu'on peut comparer à une to-do list, solliciter le ou les acteurs. Alors, forcément, ici, c'est Thomas Chalère, votre humble serviteur qui a toutes les tâches et toutes les actions à réaliser pour faciliter la démonstration, mais vous comprenez bien que dans le processus, au fur et à mesure que l'on va avancer dans le process,
chacune des tâches, qu'elles soient automatiques et surtout humaines, va venir adresser la personne ou le groupe de personnes qui sont susceptibles de les réaliser. À partir du moment où j'ai une tâche à réaliser, vous voyez que j'ai un environnement qui a été paramétré par le biais des formulaires, comme je vous l'ai montré très rapidement tout à l'heure, qui va me présenter l'ensemble des informations dont je dois disposer pour pouvoir potentiellement réaliser dans les meilleures conditions les tâches qui m'incombent. Et ici, à partir de ce diagnostic énergétique que je mets à la disposition, je vais venir compléter en fait les informations qu'on me demande avec un environnement de réalisation de la tâche qui est préparamétré avec des listes déroulantes intelligentes puisqu'elles évoluent, vous le voyez ici, en fonction de la nature de la tâche que j'ai réalisée. On est vraiment dans une logique d'accompagnement de l'utilisateur pour qu'il ne perde pas de temps et se concentre. Donc là, on est sur l'attestation de performance énergétique du logement. Et donc, sur les attributs, c'est le DPE que l'on va joindre. Vous voyez que là, mon formulaire évolue. Si je joins le DPE, eh bien, je dois consigner ici la date de réalisation, alors soit manuellement, soit en me servant ici de ce petit outil. Je peux aller choisir un fichier complémentaire. Alors ça, on peut le faire ici. Voilà. Donc ici, dans ma démo SIL, sur mon immeuble, par exemple, je vais joindre, c'est pas forcément pertinent, mais je vais joindre ici la partie information liée et donc toujours la possibilité de visualiser cet état des risques. C'est bien le document que je veux intégrer à ma GED, à mon carnet d'informations sur ce logement-là, et je vais le faire soit directement, c'est-à-dire sans faire une demande de validation de la donnée, parce que ma fonction m'y autorise, ou alors je serai peut-être dans l'obligation de solliciter une validation de la donnée, mais pour la simplicité de la démo et ne pas trop dépasser le temps qui nous est imparti, ici, on ne va pas demander cette validation, on va la demander, mais je vais me la demander à moi-même, pour éviter d'avoir à me déconnecter, me reconnecter. OK. Et je ne vais pas réaliser de nouvelle action. On va considérer que si je suis venu là, c'était simplement pour renseigner cette partie et mettre à jour cette partie DPE. OK. Donc là, je vais finaliser ma tâche. Et donc, chose que vous constatez ici, apparaît une information. Et donc, cette information, c'est quoi? C'est tout simplement une information qui reroute Thomas Schaller vers l'action qu'il a à réaliser. Vous vous souvenez qu'à l'instant, j'ai demandé une validation. Eh bien, il faut que vous fassiez un effort d'imagination qui est de considérer que cette action-là s'est passée sur 2 ordinateurs différents, évidemment. J'ai envoyé de manière collaborative directement par le biais, sans mail additionnel, sans perdre de temps. J'ai tout de suite averti Thomas Schaller qu'il avait une tâche à réaliser et cette tâche de validation, je lui mets à disposition, pareil, les éléments, je vais peut-être augmenter un tout petit peu ici le visuel, je lui mets à disposition de la même manière que vous l'avez vu tout à l'heure dans l'autre interface de réalisation de tâches, les informations dont il a besoin pour pouvoir valider ou échanger avec le demandeur. C'est-à-dire que potentiellement, dans sa position de valideur, il peut dire non, je ne le valide pas, entre guillemets, je ne signe pas ce document, je vais échanger avec toi et je vais te demander d'apporter des compléments parce que le document ne me paraît pas complet. Voilà. Ici, je finalise la tâche. Donc là, on va boucler et vous voyez que instantanément, là aussi, j'ai une nouvelle tâche qui apparaît et donc j'ai bien une nouvelle tâche Thomas Schaller demandeur maintenant, OK, et je vois bien ici, dans le fil de discussion qui va se mettre en place, des interactions, dans cette logique de parapheur électronique où on va échanger les documents, générer les documents, potentiellement signer les documents. Dans cet exemple-là, je ne montre pas de connexion avec les outils de signature électronique, mais c'est quelque chose que l'on fait couramment. On va effectivement pouvoir suivre cette timeline, ce temps d'action et de validation sur des différentes actions et de validation sur le document.
Ce que je voulais également vous montrer, pour terminer, c'est que au-delà de cette logique process, elle va être également servie par tout un environnement de suivi de l'ensemble des tâches qui sont réalisées. C'est-à-dire que ce qu'il faut appréhender, c'est que fini les fichiers Excel longs comme un jour sans pain, dont on ne sait jamais quelle est la bonne version qui permet d'établir si on dispose de la bonne donnée, de la bonne information, l'outil par lui-même va proposer le suivi automatisé de tout ce qui peut être proposé. On parlait tout à l'heure d'informations liées à la traçabilité. Eh bien, pour toutes les actions qui sont réalisées, se met en place un suivi automatisé de tout ce qui est réalisé processus par processus. Vous voyez qu'ici, on a créé ce démo webinaire, cette instanciation du process démo webinaire tout à l'heure. Et donc, j'ai déjà un suivi qui est en cours. J'en ai d'autres sur d'autres process qui sont déployés. Et donc, lorsque je rentre dans la logique de suivi des informations liées à cette instanciation précise, je vais trouver le détail complet de tout ce qui a été réalisé, étape par étape, en précisant. Je vous montre un autre exemple qui est peut-être un peu plus complet. Hop, autour. Voilà. On va aller dans celui-ci, qui est en terminé. Voilà. Où on retrouve en traçabilité complète l'intégralité des tâches qui ont été réalisées et étape par étape, donnée par donnée, tout ce qui a été réalisé. Donc, une traçabilité complète. Au-delà de cet aspect traçabilité, on va revenir sur l'environnement dans la 3D Experience Platform ici, qui me permet d'aller de naviguer dans différents tableaux de bord que je me suis pré-paramétrés. Eh bien, toute cette partie process que l'on vient de voir ensemble, au-delà de la partie suivi naturel qu'elle va générer et qui va permettre de piloter l'activité process par process, elle vient automatiquement alimenter une gestion automatique des documents. Et donc, l'ensemble des carnets d'information du logement qui ont été créés, qui ont été validés, vous le voyez, sont ici présentés dans un endroit unique où vous avez l'ensemble des documents qui constituent la totalité de l'information et des données et des plans et de tout ce qu'on peut imaginer lié à chacun des logements que vous aurez intégrés dans la plateforme. Le dernier point, et après j'en aurai fini, c'est que au-delà de cette solution, on va dire tout en un, entièrement paramétrable avec les processus que vous allez mettre en œuvre, eh bien, vous allez pouvoir aussi intégrer toute la partie suivi dans le dernier module que je ne vous avais pas présenté juste ici, qui est le modèle Watch. Et ce module, lui, permet, là je vous montre un exemple générique, permet de mettre en œuvre des KPI, des indicateurs clés qui vont se servir dans la donnée et dans toutes les informations liées au déroulé de chacune des instantiations de process pour venir informer, calculer, présenter toute forme d'informations qui seront celles que vous voudrez voir apparaître dans vos tableaux de pilotage. Et au-delà de ça, la logique d'amélioration continue et permanente à laquelle je faisais allusion tout à l'heure et qui est quelque chose à laquelle je tiens énormément, puisque c'est ce qui sous-tend la démarche qualité, la démarche processus, c'est la capacité que vous allez avoir de disposer dans l'outil d'une analyse du fonctionnement de l'ensemble de vos processus. Et donc d'un outil d'aide à la décision pour l'évolution possible de vos processus, l'optimisation de ceux-ci, en analysant le temps qui peut être consacré à certaines tâches, qui pourraient témoigner possiblement de goulot d'étranglement, de manque de ressources ou d'un dysfonctionnement dans la modélisation du processus. Bref, pour terminer, dans cette solution tout en un,
plus loin qu'une solution sur étagère à laquelle vous devriez vous conformer. La proposition de valeur que nous faisons avec la 3D Experience Platform, avec Iterop en moteur de workflow, c'est votre capacité demain de déployer la solution de gestion bâtimentaire qui correspond exactement à vos besoins du moment et de disposer d'un outil qui en garantira sa pérennité et son évolutivité. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère avoir été dans cette démo le plus complet possible. Eh ben merci Thomas, oui, merci pour la découverte de cette plateforme impressionnante, en tout cas par toutes ses fonctionnalités et ses capacités. Je pense que oui, vous avez été plutôt complet. On a vu de nombreuses possibilités. J'imagine que des démos, de toute façon, vous pouvez les personnaliser aussi et en faire à la demande. J'imagine que c'est jouable si certaines personnes en retour demandent. Donc voilà, écoutez, merci de nous avoir suivis. On n'est plus que tous les deux pour clôturer. Stéphane et Pierre ont dû nous quitter en cours de route, vu qu'on a débordé un tout petit peu. Vous allez recevoir par mail toutes les informations pour pouvoir contacter Thomas, Stéphane et Pierre si vous avez besoin de davantage d'informations. Vous recevrez aussi le lien vers le replay du webinaire que vous pouvez vous repasser et bien sûr toutes les informations liées aux présentations. Voilà, écoutez Thomas, je vous dis à bientôt. Merci encore pour cette découverte. Merci. Et puis merci à tous. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.